Hier, j'étais la droite décomplexée. Aujourd'hui, je suis un président sans complexe. Je parle à tout le monde. Je vais dans les cantines. Je rencontre des ouvriers. Je vois des agriculteurs. Et puis je cours sans cesse. Je cours encore. Je cours toujours. Depuis son élection, on a beaucoup commenté le style et l'évolution de François Hollande. Dans Déshabillons-les, nous les avons suivis au jour le jour depuis 5 ans. Et oui, il y a 5 ans, après la défaite de la gauche aux élections présidentielles et législatives, François Hollande se préparait à quitter la tête du PS, s'ouvrait alors devant lui une traversée du désert et nous lui consacrions un documentaire avec quelques interviews prémonitoires. On revient sur ces 5 ans où François Hollande s'est peu à peu présidentialisé. Nicolas Sarkozy sait qu'il fait peur. Peut-être même à lui-même, de temps en temps. Tant il se regarde. Oui, il sait qu'il fait peur, qu'il inquiète. Et que nul n'est vraiment complètement rassuré, peut-être même jusque dans son propre camp. Mais alors, pour ne pas inquiéter, pas alarmer, pas alerter, nous sommes dans un temps de communication. Depuis le 6 mai, il ne faut s'inquiéter de rien. Ayez confiance, j'ai changé. Hier, j'étais la droite décomplexée. Aujourd'hui, je suis un président sans complexe. Il y a des traits qui sont assez spécifiques de Hollande, cette espèce d'humour un peu plus raffiné, consistant à dire il a peur de lui-même quand il se regarde dans la glace ou des choses comme ça. Là, on retrouve un peu ce personnage dont l'humour est quelquefois même pas perçu par les gens parce que c'est quelquefois un humour au second degré. Il y a un côté chez lui assez acide en fait. Même parfois assez cruel dans sa manière de porter comme ça des traits d'humour. Et on retient plutôt de lui le côté plutôt lisse, plutôt rond, plutôt... Donc moi je pense qu'il y a un côté un peu double chez lui. Bien, chers amis, chers camarades, merci d'abord de m'inviter chez Ségolène Royal. Je la salue bien volontiers et elle regarde notre réunion avec beaucoup d'attention. Là, c'est plutôt quelqu'un qui s'amuse de la situation et qui, venant effectivement chez des proches de Ségolène Royal, s'amuse avec eux. Mais c'est pas, non, il y a pas, je ne crois pas que François, dans sa relation avec Ségolène, ait eu un moment ou un autre eu envie de grincer ou de passer des messages par la télévision qui soient autre que ceux de quelqu'un qui s'amuse des situations. Mais vous dites qu'il s'amuse de la situation, mais de quelle situation? Il s'est beaucoup amusé du fait qu'il était le monsieur de la dame. Je trouve que concernant Ségolène Royal, c'est plutôt un humour bienveillant qu'il fait apparaître. C'est pas du tout... c'est pas distancié vis-à-vis d'elle. C'est distancié vis-à-vis de lui, mais il est toujours distancié vis-à-vis de lui. Et deux, il a un humour qui le submerge. Je dirais même qu'il quelquefois le handicap. Mais il met le doigt dessus, on dirait qu'il... Ce que je vous dis, il ne peut pas s'empêcher d'être lucide, et comme il est de nature caustique, quand il est lucide, il ne peut pas s'empêcher de le dire de façon drôle, ce qui fait que les gens le comprennent encore plus facilement. Alors François Hollande n'est pas là, effectivement, on ne le voit pas parmi les invités, car François Hollande interviendra à la fin, on l'a dit, des débats, en tant que premier secrétaire et non pas en tant que candidat potentiel. Donc on parlait de 7 intervenants, mais ils ne sont que 6 à arriver ensemble. Donc Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn, Jacques Lang, Martine Aubry, Ségolène Royal et Lionel Jospin. La parole est à notre premier secrétaire, à François Hollande. Quel bonheur que d'être premier secrétaire du Parti socialiste. D'abord parce que ça me permet de conclure. Il n'y a là d'ailleurs aucun privilège, simplement la récompense de l'effort depuis tant d'années. J'ai conclu tous les chantiers du Pas-de-Calais, celui-là aussi. Qu'est-ce qui manque alors à François Hollande? L'homme est intelligent, c'est incontestable, il est un vrai leader politique, il aurait fait un triomphe sous la 4ème République. Un triomphe, c'est un vrai parlementaire, il a le sens de la manœuvre tactique, il sait faire du judo politique, il sait faire des prises à ses adversaires. Or, les sondages ne désignent pas François Hollande comme un candidat qu'apprécient les gens de gauche ou la gauche. Pourquoi? Bien, je pense que François Hollande paye
la triple évolution de notre vie politique des grandes démocraties occidentales. La personnalisation de plus en plus marquée. Il doit apparaître comme un leader capable de parler à la population, d'être séduisant, et ça, il a du mal à le faire. Deuxième point, la présidentialisation. Ça signifie choisir aussi un responsable qui semble crédible pour occuper un poste dont on sait qu'il est stratégique. Et là, ce n'est pas le problème de la capacité personnelle de François Hollande, ses capacités intellectuelles qui est en cause, mais c'est la terrible impréparation, ou en tout cas la faible préparation, de l'ensemble du Parti socialiste sur des questions absolument clés. Et puis le troisième point, c'est la médiatisation. La politique est devenue effectivement un spectacle. Et si les gens réclament des stars, ils les réclament aussi en politique. Donc on peut jouer d'une manière plus ou moins raisonnée, d'une manière plus ou moins habile, avec ce phénomène de starisation. Et là, ça passe pas pour François. Il n'a pas cherché, ou il n'y avait pas les atouts pour, peut-être. Hein. Enfin, les atouts pour, est-ce qu'il faut incriminer différents points? Son physique, sa posture, bon, c'est terrible à dire, parce que c'est redoutable, mais c'est comme ça. Oui, il faudra leur rappeler cette leçon simple, que si l'on veut battre la gauche, il n'y a qu'avec la gauche, pardon. Si on veut battre la gauche, on peut toujours le faire en votant à droite. Mais si on veut battre la gauche, avec la droite. Mais si on veut battre la droite, c'est avec la gauche. Si Hollande avait voulu être candidat, il aurait été obligé de changer aussi. Et là, il n'a pas changé. Il se fout de son image, quelque part. Ce qui est très bien, enfin, moi je préfère ça, si vous voulez, que les images construites, archi-médiatisées qu'on a vues. C'est l'anti-Ségolène Royal, quelque part. Ségolène Royal était ultra attentive à son image, c'est une image ultra construite. Les journalistes s'en plaignaient même, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre sous telle langue, enfin, c'était ultra calculé, tout était ultra formaté. Hollande, il s'en fout, c'est manifeste. Il arrive, il est tout transpirant, il est un peu bedonnant, son costume est pas... Enfin, hein, c'est que c'est pas Jack Lang ni Fabius, vous voyez, les autres, ils sont impeccables. Et lui, manifestement, s'en fout. S'il y avait une leçon, c'est peut-être que le jour où il sera à nouveau un citoyen ou surtout un parlementaire parmi d'autres, il retrouvera aussi une forme de liberté. Et moi, j'espère qu'il l'emploiera à nous dire qui il est vraiment. Parce que pour ceux qui le connaissent et qui l'approchent, il a une profondeur que peu lui connaissent. Et moi, j'ai finalement un seul regret de ces années passées avec lui, c'est qu'il n'ait pas suffisamment souvent révélé sa vraie personnalité. On en a fait quelqu'un de fade, il est au contraire extrêmement vif. On en a fait quelqu'un qui était uniquement le partisan de la synthèse, il est aussi capable d'avoir une pensée extrêmement tranchée et d'avoir une capacité à comprendre, à saisir le réel plus vite que d'autres et à le comprendre et à l'analyser et même à proposer derrière les solutions qui sont à mon avis les meilleures. C'est vrai que peut-être que dans la nouvelle vie qu'il se prépare, il y aura pour lui cette occasion de présenter un autre visage, une autre image et un autre destin. Je pense que lui, je pense qu'il a au moins autant de talent politique que les autres pour être candidat. Alors évidemment, il peut pas c'est pas maintenant que ça se décidera, ça se décidera dans 2 ans, dans 3 ans. Et il faut qu'entre-temps, il se reconstruise dans l'opinion une personnalité non plus de chef de parti, mais de ténor politique ayant vocation à être candidat. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut qu'il ait une ligne politique qui ne soit pas la résultante des lignes politiques du PS, mais sa ligne politique. Ce qu'il n'a jamais eu, d'ailleurs. Ce qu'il n'a jamais eu, par exemple en matière d'alliance. Bon, ça veut dire surtout qu'il faut qu'il y ait des idées Hollande. On a eu des tactiques Hollande. Maintenant, s'il veut être candidat, il faut des idées Hollande, qu'on l'identifie à une demi-douzaine de grandes options fermement exprimées, originales, et qui dessinent un autre personnage. Martine Aubry n'a pas voulu embrayer tout de suite après le discours de Grenoble. Elle a attendu plus d'un bon mois. Mais les socialistes ont quand même répondu ce mois de septembre, notamment sur la question spécifique des Roms. Et alors là, on va voir que même s'ils se sont mis d'accord sur la sécurité, les socialistes ne disent pas tout à fait la même chose sur la question des Roms. On commence par écouter Martine Aubry. Quant aux Roms,
Beaucoup d'entre eux vivent en France depuis des générations. Les Saintes Maries de la Mer, ce pèlerinage annuel de l'ensemble des Roms, c'est pas au bord du Danube, ce n'est pas dans les Carpates, c'est en Camargue, chez nous, là où le président de la République est allé faire du cheval, entre les deux tours de la présidentielle. Voilà, il les connaît. Eh bien, ils sont là, les Roms. Ils sont chez eux quand ils sont aux Saintes Maries de la Mer. Il y a un problème européen qui a été posé par l'entrée de la Roumanie et donc la présence d'une population dite Rome en Roumanie et en Bulgarie qui aujourd'hui a la libre circulation. Mais vous dites vous-même, c'est une charge. C'est une charge à partager. C'est une charge. Ce n'est pas la gauche, hein, je le rappelle, c'est la droite qui a négocié l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. François Hollande illustre typiquement ce qu'on peut appeler l'opposition concessive. C'est-à-dire qu'il concède. Il concède en acceptant d'occuper le territoire de discours que son adversaire politique a établi. Et il concède en considérant que la question des Roms, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème et c'est une charge. Enfin, c'est des mots terribles. Et donc il se retrouve sur le terrain et donc il est embarqué dans la logique du discours de son adversaire et à la limite il ne peut pas en sortir. Oui, mais je dirais qu'il faut bien voir quelle est la stratégie individuelle dans la course à la candidature au sein du Parti socialiste. C'est sûr. La stratégie individuelle de François Hollande. François Hollande, vous comprenez, n'est pas le chouchou des sondages. Hein, il est derrière Strauss-Kahn, derrière Aubry et roue dans roue, au fond. Avec Ségolène Royal. Voilà, avec Ségolène Royal. Et on s'aperçoit depuis des mois que François Hollande tient un cap, c'est celui de la culture de gouvernement. Il veut être, parmi les socialistes, un de ceux qui tient le plus un discours de culture de gouvernement. D'accord. Avec toutes les difficultés. Bien sûr, de ce discours de responsabilité. Et en effet, quand il nomme, il parle de problème, eh bien, il dit voilà, qu'on le veuille ou non, on se fait plaisir aujourd'hui en dénonçant la politique du gouvernement, la politique du président de la République, mais on sait très bien que demain, nous serons confrontés aux mêmes questions, aux mêmes problèmes, aux mêmes charges, pour reprendre ces termes, que le gouvernement de droite aujourd'hui. D'accord, ah oui, d'accord. Alors que Martine Aubry, elle, effectivement, d'ailleurs, ça lui a été rétorqué par la droite. dans la foi militante. Voilà. Vous avez raison, mais du coup, ça voudrait dire que c'est un discours de Premier ministre. Bien sûr. Et pas un discours de candidat à la présidentielle. Mais il sait qu'au cas où un des deux seniors, au fond, dans les sondages gagnerait, eh bien, il reste Matignon à jouer. François Hollande, qui fut un temps faisait de nombreuses blagues, de nombreux bons mots, était connu pour son humour, mais alors lui, pour le coup, depuis qu'il vise la candidature, a complètement changé de registre, a une véritable métamorphose, est devenu un homme sérieux depuis la rentrée de septembre 2010. Alors on a pris un extrait, un échantillon de cette nouvelle attitude de François Hollande. Regardez. Est-ce que vous serez candidat, quoi qu'il arrive, à ces primaires? C'est pas le jour. Je suis venu pour parler de ce qui aujourd'hui préoccupe les Français. Ce n'est pas le jour pour annoncer quelque décision que ce soit par rapport aux primaires. Mais je l'ai dit, je me prépare par rapport à cette décision. Parce que ce qui est en cause aujourd'hui, avec un gouvernement qui est en décomposition, un président de la République qui est très impopulaire, c'est de savoir si la gauche, et notamment le candidat ou la candidate socialiste, seront prêtes, le moment venu, à emporter la responsabilité du pays et donc sa confiance. Et les sondages sont plutôt encourageants pour vous en ce moment, ça vous fait plaisir? Ça ne fait jamais déplaisir, mais en même temps, je sais ce qu'il faut penser des sondages. Jamais les sondages, 18 mois avant une élection, n'ont annoncé le nom du vainqueur. Ouais, ce qui est incroyable, hein, c'est qu'il n'a pas un sourire, même pas quand on évoque les bons sondages. On ne sait pas s'il se contient, mais pas le moindre petit sourire. Alors c'est la première fois qu'on voit ça, quelqu'un qui change autant son image, autant de style en se destinant à la candidature. Alors, je suis très partagé. C'est-à-dire que je me dis que c'est probablement celui qui a le mieux compris les ressorts intimes de l'élection présidentielle dans la société française, dans tous les entretiens que j'ai pu avoir. Pas uniquement. C'est cette idée aussi, malgré tout, d'incarnation. C'est-à-dire quand il dit « je me prépare », il y a cette idée d'un homme qui va à la rencontre du peuple. Donc là-dessus, il est en rupture avec la gauche. La question, c'est est-ce que ça se décrète intellectuellement ou est-ce que c'est autre chose? Et là, j'avoue que je suis plus circonspect, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est est-ce que ce mode d'emploi
qu'il a fait sien, entre guillemets, d'être finalement, d'incarner quelque chose de la gauche dans la société française. Est-ce que c'est quelque chose qui peut encore marcher? C'est-à-dire qu'on voit bien, c'est le mode d'emploi, on va dire, un peu Ratsock ou corésien, qui a fonctionné pendant tous les autres présidents depuis De Gaulle de la Ve République, jusqu'à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy a incarné une rupture. Alors est-ce que Nicolas Sarkozy incarne une rupture et que désormais le mode d'emploi n'est plus le même, auquel cas la tactique choisie par François Hollande n'est pas la bonne, ou est-ce que Nicolas Sarkozy a été un accident dans notre histoire politique et auquel cas, à ce moment-là, ce peut être une stratégie payante. François Hollande, il était bien connu du temps où il était Premier secrétaire pour être effectivement l'homme de la synthèse. Là, vous le revoyez comme homme de la synthèse aujourd'hui? Je pense qu'il essaie surtout de neutraliser son passif de Premier secrétaire, parce que globalement, on ne l'a pas crédité d'avoir transformé le Parti socialiste. D'ailleurs, il invoque très peu son bilan, c'est assez frappant, son bilan de Premier secrétaire. Moi, la capacité d'incarnation de François Hollande, je ne pense pas que ça soit son registre. Il joue le registre un peu de la Corrèze. Là, il a annoncé que il se déterminerait en fonction de son élection en Corrèze. Il se décidera à être candidat globalement, moi, je pense qu'il est très lucide sur sa fenêtre d'opportunité. Elle est quand même assez mince. Sa fenêtre d'opportunité, c'est DSK ne se présente pas, c'est Royal qui renonce. Et donc c'est une configuration avec Martine Aubry, c'est sa seule chance. Et là, il jouerait une forme de légitimité sectorielle qu'il a réussi à construire autour des thématiques de la jeunesse, de la fiscalité. Il a installé ses idées depuis. Et puis aussi, ça c'est très important, l'appui des notables du parti qui miseraient bien François Hollande pour éviter que ne s'applique la limitation du cumul. Or, les élus joueront un rôle très important dans la mobilisation territoriale pour les primaires, c'est absolument évident. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les élus soutiennent très largement François Hollande. Donc l'ancien François Hollande, en fait, il a changé, mais finalement, celui qui plaît aux élus, c'est l'ancien, quoi. Voilà, mais c'est ça. Et donc, il fait de la politique à l'ancienne. La mise hors course de Dominique Strauss-Kahn a aussi eu des conséquences pour François Hollande, qui apparaît désormais comme le grand favori des sondages, un favori qui se présente comme un candidat normal. Écoutez. Moi, je ne dis pas que je suis un candidat normal seulement. Je dis que je veux être un président normal. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? À quoi? À pathologique ou à exceptionnel? À dingo? Ça veut dire que je pense que depuis 2007, il y a un président anormal. 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 Anormal au sens où la manière avec laquelle il conduit l'État n'est pas la bonne. Anormal au sens où cette façon de tout confondre, sa personne et le pouvoir, n'est pas normale. Jean-Michel, sa manière aussi de confisquer le pouvoir pour lui-même n'est pas normale. Sa manière aussi de stigmatiser, de diviser n'est pas normale. Ce que j'attends du prochain président de la République et des Français, je l'espère avec moi, c'est qu'il y ait une cohérence, une constance, une maîtrise. Et ce que j'ai dit, ça suppose des qualités exceptionnelles. Vous le disiez pendant l'extrait, effectivement, le message, c'est qu'il faut être exceptionnel pour être normal. C'est bien ça. Voilà. Pourquoi c'est terrible? C'est terrible pour la vision que les Français peuvent avoir de la politique. Ça veut dire que pour être normal, il faut être exceptionnel. Ça veut dire qu'en politique, on arrive de temps en temps à être exceptionnellement normal. Vous voyez le cheminement intellectuel que ça peut prendre. Et en plus, il y a cette espèce, c'est là où je vous parlais de la difficulté pour François Hollande de reconstruire sa stratégie de communication, c'est que ce théorème de la normalité, il marchait très bien avec la candidature de Dominique Strauss-Kahn, et il marchait très bien avec l'ancien style de Nicolas Sarkozy. Oui, bon, on voit bien à qui il veut s'opposer, effectivement. Voilà. Mais sauf qu'il parle d'un Nicolas Sarkozy qui ne, entre guillemets, faisait pas président, et qui aujourd'hui s'ingénie par tous les moyens à montrer qu'il a la dimension internationale, qu'il se calme, etc. Ça, c'est la séquence dite « je fais président ». Et lui, François Hollande, se dit « je suis la normalité exceptionnelle ». Alors là, quand je suis citoyen, pour comprendre ce que c'est qu'un président à la fois normal et exceptionnel, c'est compliqué. C'est vrai que c'est assez ludique, mais c'est un peu déloyal malgré tout comment dirais-je, d'interpeller François Hollande sur ce slogan du président normal, comme s'il a inventé il y a 1, 2 ou 3 semaines. Non, on dit bien qu'il a depuis... il est prisonnier. Non, on n'est pas déloyal, on dit aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est un slogan idéal et qui a très bien fonctionné.
enfin le slogan et surtout toute la mise en scène qui allait autour, qui a très bien fonctionné entre janvier et aujourd'hui pour faire surgir en quelque sorte et crédibiliser la candidature de François Hollande qui sincèrement au départ était vraiment assez basse dans les sondages. Et progressivement il s'est imposé, comme il n'était pas très fort, qu'il avait par lui-même, par sa personnalité, surtout son entourage, et bien sa position au sein du PS, il a joué justement en quelque sorte comme au judo, il a joué sur les forces de ses deux adversaires et il a fait en creux, comme ça, il est apparu comme finalement une compensation de Dominique Strauss-Kahn et de voilà. Nicolas Sarkozy. Alors, on voit bien que le slogan aujourd'hui, il était bien pour ce cycle, qui aurait dû durer plus longtemps. Et il aurait dû être abandonné très probablement à la rentrée. Il est vraiment temps pour lui d'en changer, c'est évident. Alors, il n'a pas l'air de vouloir en changer, cela dit. Hein. Je sais pas si vous avez des infos là-dessus. Parce qu'il n'a pas trouvé le prochain. Mais moi, je suis pas, enfin, on ne sait pas. Hein, je suis pas sûr que ce soit cette normalité affichée qui est fait que pour l'instant il est bien placé dans les sondages. Ah oui, je ne le crois pas du tout. Pas dû à ça, vous pensez non, que moi je dû à crois que c'est dû au fait qu'il est quelqu'un qui s'est lancé, alors que personne n'osait se lancer au Parti socialiste. D'accord, il a osé. Il a osé, il a dit qu'il voulait, à un moment où personne ne disait quoi que ce soit au Parti socialiste, en tout cas parmi les grands candidats, aucun. Et il a dit, j'y vais, et il a suivi la logique présidentielle d'une primaire, alors que tout le monde avait très peur des primaires, en disant, bah, allons-y, il y aura une confrontation. Moi, je crois que c'est parce qu'il s'est lancé qu'il a été. Et d'ailleurs, à mon avis, il ne sera rattrapé par Martine Aubry, voire dépassé, que si elle est capable, elle aussi, de se lancer. Le président de la République, et je souhaite que ce soit l'un ou l'une d'entre nous, même si j'ai ma préférence, mais il est élu président de la République. Il a à prendre des décisions et l'horizon est 2025. Quelle est la proposition de chacun quant à la part du nucléaire dans la production d'électricité en 2025 ? Un dernier thème. On ne m'a pas répondu sur 2025. Je fais juste l'observation. Ségolène Royal a répondu. Non, mais Martine, quelle est la part du nucléaire en 2025 voilà. Je vais répondre je vais essayer d'être rapide. Pour moi, le nucléaire, c'est une énergie de transition. L'uranium, il y en a de moins en moins, ça coûte cher. Il va falloir effectivement rééquilibrer l'ensemble de nos réacteurs si on veut les garder. Et il y a le problème de sécurité qui n'est pas seulement un accident dans une centrale, mais qui est qu'est-ce qu'on fait du démantèlement des centrales? On ne sait pas faire. On les bétonne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait du plutonium qui sort et des déchets? On ne sait pas aujourd'hui. Donc moi, je crois que cette énergie-là, c'est une énergie du passé. Donc voilà, ça y est, très bien, j'ai obtenu ma réponse. François, et nous sommes tous d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord. Je le croyais. Non, c'est pas parce que nos courbes se croisent à un moment donné que nous sommes d'accord. Moi, je veux qu'on continue à augmenter l'énergie renouvelable. Oui, d'accord, mais il faut donner un cap à un pays. Le cap, c'est 2025. Le nucléaire, c'est très important. On ne peut pas dire aux Français, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors cet échange a évidemment beaucoup été commenté à chaud par les politologues. Hein. On avait vu Martine Aubry qui cherchait à se démarquer, François Hollande qui jouait le rassembleur. Mais alors je trouve intéressant de voir avec un peu de recul, puis avec des regards justement un petit peu décalés. Alors Stéphane Bunard, qu'est-ce que vous en pensez de cet échange? Oui, on voit d'abord François Hollande tout à fait différent de ce qu'il est pendant tout le débat, habituellement. Les sourcils froncés, il est la tête qui va du côté opposé de Martine Aubry, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le lien avec elle, il y a une, il cherche à marquer sa distance, il y a une distanciation. Hein. Il est vraiment en contrôle de sa spontanéité habituelle, comme si le président pour lui, ça devait être le nouveau François Hollande. Quoi, hein. D'accord, vous le sentez donc très sous contrôle? Oui, très sous contrôle. Il est très Manuel Valls dans sa façon d'être. Ouh là là, alors on comparera avec Manuel Valls plus tard. Et alors, ce qui me frappe aussi sur Hollande, c'est qu'il a à la fois une mine grave, mais en même temps, parfois, il a le visage qui... Il sourit énormément. Il jubile. Bon, vous voyez jubiler. À un moment donné, on le voit. Il a des sourires. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est vraiment... Il joue un personnage et que... regardez, là, on le voit. Et que parfois, voilà, il sait très bien qu'il a fait son petit coup. Il reste un enfant de la politique. Il joue avec la politique. Et à un moment donné, on le voit, c'est l'ancien François Hollande qui surgit. Alors ce thème du candidat normal, il l'a abandonné au début de l'été quand il s'est réellement imposé comme le favori. Mais pas question pour autant de marteler trop fortement son désir et ses ambitions façon j'y pense chaque matin en me rasant. Non, avec François Hollande, tout cela a été dit sur le mode de l'humour. Ça commence au Tour de France. François, vous l'avez vécu la journée avec Christian Prudhomme? Oui, d'abord j'ai vu Thomas au début de la course, enfin au début de l'étape. Je le sentais tendu. Il appréhendait, j'imagine, l'étape, ça se voyait. Et donc je le vois là, maintenant à la fin de l'étape, heureux.
c'est parce que ça a été vraiment une belle épreuve. Avant les grandes échéances, on est tordu. Bien répondu. Même devant un mur d'escalade, François Hollande n'oublie pas la campagne présidentielle et le chemin à parcourir jusqu'à l'Élysée. Et en plus, on peut gravir de plusieurs côtés, hein, c'est ça l'idée. Hein, chacun peut avoir sa place pour arriver au sommet. Donc vraiment, c'est vrai que il y a même du vert, il y a du bleu, il y a du. Si vous le voulez à l'autre sens, il y en a même dans l'autre sens. À l'usine PSA de Sochaux, l'ancien premier secrétaire semble plutôt amusé par l'exercice. On fait plus 920 véhicules jour à Sochaux, on en fait 1040. Oui, monsieur, faut jamais penser qu'on est victime d'un succès. Jamais. Et ce succès, François Hollande y croit, même lorsqu'il se met au volant d'une voiture tout juste sortie de l'usine. Mais jusqu'où compte-il aller? Le plus loin possible. J'espère qu'ils ont fait le plein. Parce qu'il faut faire le plein quand même. Hein. De suffrage et de confiance. Claude Posternac, vous trouvez qu'il a bien joué du mix justement normal, sérieux? Alors on va dire, bon, il a été désigné. Alors évidemment, a posteriori, on dit toujours celui qui a été désigné a bien fait, mais enfin quand même. Sur ce mix et puis sur ce qu'il peut continuer à faire, est-ce qu'il faut qu'il continue comme ça? D'abord, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que où François Hollande fonctionne extrêmement bien, c'est qu'il joue l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on voit la dialectique qu'il entretient avec les Français, c'est quand même celui qui, au niveau de la dialectique, va le plus loin. C'est-à-dire que systématiquement, il s'appuie sur les Français pour faire passer ses propres messages. C'est systématique, on le voit. C'est-à-dire sur le coureur cycliste, le type de l'usine, il s'appuie sur son interlocuteur, c'est ça? Et puis ça fait passer l'idée de la normalité, parce que quelque part, il dit, ben, vous et moi, c'est pareil. Vous vivez ça, ensemble, on est pareil. Je vis ça. Ça, c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect, c'est l'aspect de nouveauté. On sait que dans une présidentielle, et que ça soit partout dans le monde, la nouveauté est fondamentale. Et l'acte symbolique de son régime, c'était de renvoyer un acte visuel, simple, basique, mais fort. Mais qui suffisait? Mais il faut, à un moment donné, il faut avoir des signes qui soient des signes d'évidence. Et là, il a fait un signe d'évidence et il a donné, c'est-à-dire la même façon que François Mitterrand s'était fait limer les dents, pas les canines, il avait donné, de la même façon, François Hollande a donné de sa personne pour aller vers les Français. Donner un travail à chacun, voilà le débat essentiel. Comment peut-on donner un emploi à chacun? Il y a l'Europe de la liberté qui va permettre la création de richesses. Et me semble-t-il, l'Europe du socialisme à la française, qui n'est pas... Non, que ce n'était pas différent. Vous savez, regardez nous avons toujours respecté la liberté. Alors n'utilisez pas les mots, je crois, un contre-emploi. Pas la liberté politique, François. Non, mais la liberté tout court. C'est une hérésie. De donner un emploi aux jeunes, non, je ne le crois pas. Attendez, je vais terminer. Vous ne donnez pas un emploi aux jeunes, vous leur donnez une occupation. L'emploi public qui occupe des emplois jeunes. Mais monsieur Hollande, ne vous fâchez pas. Non, je ne me fâche pas parce que en démocratie, on peut échanger nos idées. Oui, tout à fait. Un emploi d'utilité publique pour un homme ou une femme qui a 55 ans, qui n'a aucune chance après 2 ans de chômage de retrouver un emploi dans une entreprise. Je suis pour l'emploi d'utilité publique. Mais pour un jeune qui a bac plus 2, c'est en entreprise qu'il doit aller apprendre un métier. Voilà, alors on ne sait pas, on n'a pas fait le match pour savoir qui sortait gagnant de ce débat. Olivier Faure, quand vous le voyez, vous vous dites quoi? Vous vous dites que ça ne se repassera plus jamais comme ça, que François Hollande a beaucoup changé, que vraiment Nicolas Sarkozy est beaucoup plus pugnace, et identique à lui-même? C'est vrai, en revoyant ces images que j'avais complètement oubliées, j'ai le sentiment que Sarkozy est resté sur le même type de rhétorique et que François Hollande, lui, a beaucoup progressé. Effectivement, j'imagine. Alors, en 99, le débat s'était plutôt bien terminé pour. Oui, Nicolas Sarkozy n'avait pas fait la liste de Nicolas Sarkozy n'avait pas fait un très bon score aux européennes. Et François Hollande avait largement battu avec sa liste, donc la liste du RPR de l'époque. Mais beaucoup progressé, c'est-à-dire là, par exemple. Qu'est-ce qu'il ferait plus pareil? Qu'est-ce qu'il ferait différemment? Parce qu'on a un peu l'impression qu'il se fait faire la leçon là, quand même. Hein, là. Dans l'extrait, mais il subit. Dans cet extrait. Dans cet extrait-là, parce qu'il y a effectivement une espèce de côté bulldozer de Sarkozy, etc. Et François. Bon, mais aujourd'hui, je crois surtout que la première chose qui frappe à l'image, c'est le sentiment qu'à l'époque, il habite franchement pas la fonction présidentielle potentiellement. Il est très très loin de ça. On sent effectivement un socialiste, un de ses dirigeants, un débatteur, mais on n'a pas le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui peut à un moment incarner un pays. On ne sent pas le futur candidat à la présidentielle.
après avoir déclaré lors de son grand meeting que son ennemi était la finance, eh bien le candidat socialiste, on s'en souvient, a rétropédalé dans la presse britannique. Voilà ce que ça a inspiré à Nicolas Sarkozy. Quand on dit à la presse anglaise qu'on est libéral et quand on vient expliquer aux Français que l'ennemi, c'est la finance, on ment. On ment matin et soir. Et ce mensonge n'est pas à l'honneur de celui qui le professe. Dans la vie, on peut défendre toutes les convictions. On peut même choisir son vocabulaire en désignant des ennemis. Mais dans la vie, on a un devoir d'honnêteté, un devoir de courage. C'est très violent et pourtant, surprise, très peu de réactions au PS, hormis celle du candidat lui-même. On l'écoute. Je ne veux pas rester sur des pugilats, sur des phrases, sur des invectives. J'ai entendu les propos où on vous fait bonne mine dans l'émission et on fait des attaques qui, à mon avis, n'ont pas de sens quand il y a en plus falsification, caricature, manipulation. Donc moi, vous ne mentez pas du matin au soir, comme il vient de le dire à Annecy. Vous faites bien de rappeler ses propos pour conforter exactement ce que je viens de vous dire. Alors, il ne veut pas rester sur des pugilats et pourtant, quand même, manipulation, caricature. Il attaque ou pas, là, Dominique Magonneau? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a l'impression qu'il attaque sans le vouloir. Qu'il veut faire genre, je ne veux pas attaquer, qu'il le fait quand même. Il faut bien comprendre qu'il y a une antinomie ou une contradiction dans l'exercice même de la campagne électorale. D'un côté, il est convenu, c'est une norme reconnue officiellement, qu'on ne descend pas au niveau de l'attaque personnelle et qu'on reste au niveau des arguments politiques, donc des contenus. Bon, ça c'est la norme. Mais la réalité, c'est qu'une élection personnelle, car c'est le cas, se fait en disqualifiant l'adversaire. Donc automatiquement, on est bien obligé de disqualifier la personne, puisque c'est sa personne qui est censée lui donner l'étoffe du gouvernant. Donc il y a une contradiction. Alors qu'est-ce que fait Hollande? Dans un premier temps, il dit... Parce que l'autre attaque pour le coup vraiment. Je reste en haut, donc l'adversaire est disqualifié parce que lui est allé en bas. Mais quand même... Parce que si je réponds, je me mets au même niveau, donc je descends. Il ne faut pas que je descende. Mais en même temps, je ne peux pas montrer que je n'en ai pas, puisque on me traite de mou. Donc il faut quand même que je dise quelque chose. Donc, de menteur aussi. Donc deuxième temps, eh bien, en fait, l'autre a utilisé des procédés qui sont des procédés pas très honnêtes, de manipulation, de sortie du contexte, etc. Mais je ne pense pas qu'il pouvait faire tellement autre chose, puisque à partir du moment où on admet comme norme et qu'on veut se présenter comme un homme au-dessus de la mêlée en quelque sorte, un présidentiel, et qu'en même temps il faut bien faire le combat, accepter le combat, eh bien il faut bien avoir cette espèce de compromis. Dans un premier temps on ne répond pas, dans un deuxième temps on répond un petit peu, mais pas trop quand même. Alors un petit mot là-dessus, parce qu'on va voir qu'après il a changé de stratégie justement, c'est ça qui est intéressant. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne très bien, c'est que ces deux rôles, c'est le rôle rêvé pour chacun. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est dans la difficulté et qu'il challenger, et il adore ça. Et François Hollande, il est naturellement dans la conciliation. Mais enfin là, il est quand même. Est-ce qu'il est dans la conciliation quand il dit falsification, manipulation, caricature? Oui, mais attendez, quand même, là, il y a une journaliste qui lui dit des mots extrêmement violents, il est obligé de répondre. Mais c'est pas lui qui porte l'attaque. D'accord. Alors un petit mot là-dessus, puis on va voir effectivement que ça a quand même changé après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très compliqué de gérer une avance. Alors, gérer du retard, au final, c'est assez simple, il faut cogner. Gérer une avance, on ne sait pas s'il faut accélérer, s'il faut redescendre dans l'arène et se battre, s'il faut rester au-dessus. Si vous descendez, vous passez effectivement, comme vous disiez, pour quelqu'un qui baisse de niveau, qui n'est pas présidentiable. Si vous restez trop là-haut, vous passez, et c'est l'angle d'Ada de Sarkozy, pour un type qui est mou, pour un type qui refuse de combat, qui n'a pas d'idée, etc. Et qui croit qu'il a déjà gagné. Sur les effectifs de la fonction publique, puisque vous interrogez souvent, nous les stabiliserons, les effectifs de la fonction publique. Et donc, nous permettrons, là encore, qu'il y ait des économies dans le moyen terme. Simplement, sur ce point-là, attendez, François Hollande, sur les effectifs de la fonction publique, puisque vous citez ce point-là, ils vont augmenter dans l'éducation nationale, on l'a bien compris, ils vont augmenter un peu dans la sécurité. Oui, dans la justice. Dans la justice. Donc ils vont diminuer ailleurs, mais vous ne dites jamais clairement où. Est-ce qu'on peut citer les secteurs? Mais je vais vous le dire. La culture, les inspecteurs des impôts. Laissez-moi vous répondre, avant de citer des professions. Allez-y. Il y a déjà une diminution qui est prévue d'effectifs. Dans la loi de programmation militaire, il y a 50 000, c'est pas moi qui en ai décidé, c'est la loi de programmation militaire. Ensuite, il y aura effectivement des secteurs
de notre administration où il n'y aura pas de remplacement de tous les fonctionnaires partant à la retraite. Quand j'ai dit que l'éducation, la justice, la sécurité, la gendarmerie seront préservées, bah vous dites que toutes les autres administrations auront un effort à faire. Par exemple, l'administration des impôts. Par exemple, l'administration des finances. Mais ne polarisons pas. Toutes les autres administrations auront l'administration de la culture. Oui, mais c'est pas là que vous avez les gros effectifs. Voilà, difficile, hein, parce qu'on sent bien qu'il veut dire qu'il va faire des économies. D'ailleurs, c'est amusant cette phrase. On va stabiliser, donc on fera des économies. Alors, par rapport à quoi? Ça veut dire que finalement, il reste dans la tendance de Nicolas Sarkozy, et donc ce sera ça, les économies. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il préfère dire là où il va créer des postes que là où il va en supprimer. Comment vous trouvez qu'il s'en sort, là, Denis Bertrand, dans cet exercice pas facile, évidemment? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il procède déductivement. C'est-à-dire qu'il dit, il dit déduisez vous-même la chose. Si j'en augmente là, eh bien, tous ceux pour lesquels je n'augmente pas, je réduis. Et vous trouvez que c'est habile alors? Je trouve qu'il y a un effet logique, si vous voulez. Je crois que c'est simplement, il est très calme sur. D'accord, vous ne dites pas il est embarrassé. Moi, je ne dirais pas qu'il est embarrassé. Je dis qu'il a l'habileté, c'est en quelque sorte de construire la réponse sur une structure logique, déductive. C'est ce qu'il a voulu faire, oui, parce qu'on sent bien évidemment que c'est une question compliquée pour lui. En politique, c'est toujours compliqué d'annoncer qu'on va faire des suppressions d'effectifs. Alors le fait qu'il réponde aux journalistes en disant, eh bien, partout, dans tous les autres secteurs que je n'ai pas nommés, mais sans en faire de liste. Ça demande un gros effort aux téléspectateurs, hein, parce que nous, on est là en train de chercher. Vous croyez que les téléspectateurs ne comprennent pas que quand on dit on augmentera les effectifs dans tel et tel endroit et on les diminuera ailleurs. Non, mais en plus, ici, des catégories très importantes, l'éducation, la sécurité, tout ça, c'est des l'éducation, il a chiffré exactement le nombre de postes qu'il allait créer. Non, je dis pas. On a l'impression qu'il entretient il entretient une ambiguïté qui est celle d'un candidat à la présidentielle. À ma connaissance, Nicolas Sarkozy annonce un fonctionnaire sur deux, le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux. Il ne dit pas dans quelle catégorie particulière il y aura des diminutions d'effectifs au-delà de cette règle. Évidemment, donc, comme il veut à la fois créer des postes, enfin, on voit bien qu'il est dans un exercice pas facile. Quoi. Oui, bien sûr. Surtout que, alors là, pour le coup, c'est le cœur de sa base électorale. Oui, et donc c'est extrêmement compliqué pour lui d'envoyer des signaux négatifs à ces électeurs-là. C'est intéressant d'avoir la comparaison avec Nicolas Sarkozy, parce qu'on imagine Nicolas Sarkozy aurait pu dire alors certains pensent que j'ai pas du tout supprimé là, d'autres pensent que je vais en garder là, mais pas du tout. On voit bien qu'il est dans une logique, pour le coup, rhétorique complètement différente dans un exercice qui est, comme Nicolas Sarkozy, de vouloir tenir les deux bouts sur un sujet un peu complexe, non? C'est-à-dire qu'on est effectivement dans quelque chose qui est un petit peu plus inclusif. On a effectivement un Nicolas Sarkozy qui a tendance à pratiquer par méthode exclusive, c'est-à-dire à dire non et non, deux fois la double négation. Voilà, pour situer au milieu. Et François Hollande, c'est plutôt la double affirmation. Vous diriez pareil pour le mot de la fin? Oui, c'est bien le sujet. C'est que et d'ailleurs, chacun des candidats se positionne comme ça. Chacun revendique son positionnement, finalement. Nicolas revendique le fait que c'est l'homme qui sait dire non, et François Hollande, l'homme qui dit oui, et avec les. Bon, enfin voilà. Donc non, je trouve que c'est en effet pas mal. Merci pour cette synthèse. On va commencer par revenir sur ce mot caïd, ce mot qu'on avait beaucoup entendu, j'ai dit, dans la bouche de Nicolas Sarkozy. Pour mémoire, un petit exemple. Nous ne laisserons pas des caïds s'installer dans les quartiers de Grenoble, devenus à la fois leur proie et leur repère. Donc ça, c'était lors du fameux discours de Grenoble en 2010, mais il y a d'autres exemples, évidemment, sauf que ces exemples datent d'avant la campagne, puisqu'en 2012, c'est François Hollande qui a repris ce mot caïd. On réécoute et puis on commente après. Et je lutterai contre tous les trafics, toutes les mafias, pas plus que je n'accepte la délinquance financière, la fraude fiscale, pas plus. Je ne tolère qu'un petit caïd, avec sa bande, mette une cité en coupe réglée et fasse vivre à ses habitants un enfer. À tout cela, aux délinquants financiers, aux fraudeurs, aux petits caïds, je les avertis. Ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, le prochain président les prévient. La République, oui, la République, vous rattrapera.
Alors, un petit caïd avec sa bande, mettre une cité en coupe réglée, lui faire vivre un enfer, hein, comme ça, à l'entendre, on a l'impression de réécouter des discours de Nicolas Sarkozy. Alors, on se doute bien que François Hollande y a pensé à ces références. Enfin, on le voit mal faire ça par hasard. Alors, Damon Mayafre, selon vous, pourquoi fait-il cela et surtout pourquoi le choix de ce mot caïd qui semble assez connoté, même sans être expert en linguistique, non? Oui, il y a caïd, il y a aussi dans l'extrait fraudeur. Oui, qui a été repris pour le coup dans cette campagne aussi par Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Alors c'est un exemple très spectaculaire de ce qu'on appelle la triangulation dans les milieux anglo-saxons, c'est-à-dire cette capacité pour un candidat de reprendre les thématiques, de voler pratiquement les thématiques et les mots de l'adversaire pour vider le discours de l'adversaire de son contenu et pouvoir présenter au fond un discours total. C'est un peu ce qu'a réussi à faire François Hollande puisqu'il a tenu des propos très à gauche sur la justice par exemple, mais il tient ici un discours très à droite, très sarkozyste avec caïd, avec fraudeur ou avec d'autres mots. En ce qui concerne caïd, ça va quand même très très loin puisqu'on sait que c'est une sonorité, on va dire maghrébine, c'est le chef en arabe, donc on peut même penser que c'est un mot emprunté presque à Madame Le Pen. Denis Bertrand. Moi j'ajouterais une nuance, même, parce que l'emploi n'est pas exactement le même. Il dit le même mot, mais c'est la République qui rattrapera les caïds. C'était que dans le premier cas, chez Sarkozy, le caïd est transformé en une espèce d'animal mythique capable de transformer son repère en proie. Alors que chez François Hollande, il y a d'abord le petit caïd, et petit caïd c'est une expression figée qui met à distance la chose, et le petit caïd, il est non pas grandi comme figure mythique, il est au contraire ramené à sa soumission à la loi. Et le fait, oui, le fait que ce soit il la dit quand même République, mettre une cité, le petit caïd, tout petit soit-il, il met quand même la cité en coupe réglée et il lui fait vivre un enfer, oui, hein, attention. C'est vrai qu'il y a aussi cette dimension, mais cette dimension mythique, elle est soumise à l'expression finale, la République vous rattrapera. Et ça, je trouve que ça c'est un moment comme très très fort de ce discours, parce que c'est la République elle-même, dire non pas moi. Sarkozy dit nous ne laisserons pas les petits caïds pour les C'est moi contre eux. C'est moi contre eux, c'est personnalisé. Chez François Hollande, c'est mis à distance et c'est soumis à la règle commune. C'est très clair que le programme politique n'est pas tout à fait identique. Ce qui est remarquable, c'est l'emprunt lexical. C'est ça qui est remarquable et qui est voulu, qui est travaillé. C'est-à-dire que quand on écoute la campagne de 2007, on peut effectivement chiffrer cette redondance du mot caïd, du mot fraudeur, du mot mérite aussi. Je pense qu'il y aura d'autres extraits là-dessus. Et on va en voir d'autres, effectivement. On voit que François Hollande s'applique à reprendre ces termes-là. Oui, parce que alors vous avez relevé ce mot effectivement utilisé dans un contexte différent, mais ce qui est frappant, c'est que c'est pas le seul. Il y en a énormément des emprunts. Vous en avez repéré quantité d'autres, souvent passés inaperçus et pourtant bien visibles jusque dans les clips de campagne des candidats, les clips du premier tour. À tous ceux qui croient au travail, au mérite, à l'effort. L'enjeu de cette campagne, c'est la France. Une France du travail, du mérite, de l'effort. Pour les 5 années qui viennent, ce sont les valeurs du travail, de l'effort et du mérite qui nous permettront d'être plus forts. Alors, travail, mérite, effort, travail, effort, mérite. Hein, il y a une petite variante dans l'ordre, mais ce sont bien les mêmes mots qui sont mis au centre de l'enjeu par les deux candidats. Alors, qui emprunte à qui? Là, les deux clips ont été faits en parallèle, mais ces mots étaient quand même très associés au Nicolas Sarkozy de 2007, tout comme d'ailleurs le mot rupture, avec lequel François Hollande a beaucoup joué dans cette campagne. Regardez. Il n'était plus directeur de cabinet de Mitterrand. Monsieur Ménage. Ou monsieur... Vous voulez que je vous cite aussi tout ce que vous avez nommé? Non. Mais moi, je fais une rupture. Non, sauf que moi, je fais une rupture par rapport à vous, et peut-être par rapport à vos prédécesseurs. Moi, je fais une rupture. Parce que je n'accepterai pas cet état lié à un parti. C'est faux. Et lié à des réseaux, à des influences. Rien ne sera toléré. Alors c'est incroyable quand même, hein, ce jeu avec les mots. Trop de rupture, mais lui-même veut faire la rupture. Alors Damon Mayafre, que pensez-vous de cette manière de jouer avec ce mot du sarkozysme? C'est surtout que de manière générale, si vous faites le bilan, si Sarkozy est privé du mot caïd, s'il est privé du mot fraudeur, s'il est privé du mot travail, mérite, si maintenant il est privé du mot rupture, vous voyez qu'il reste plus grand-chose et que Hollande peut incarner à la fois le discours de gauche, comme je le disais, mais aussi le discours du centre-droit, le discours sarkozyste au fond.